Véronique Dazen et Ulrich Schadler, bonjour. Véronique Dazen, vous êtes professeure à l'Université de Fribourg. Et Ulrich Schadler, vous êtes archéologue et directeur du musée suisse du jeu à la Tour de Paix. Et vous avez assuré tous les deux la coordination scientifique du dernier numéro d'Archéothéma, numéro 31, consacré aux jeux et aux jouets à l'époque gréco-romaine. La thématique du jeu et du jouet dans la civilisation gréco-romaine a été très peu abordée. Comment expliquez-vous ce désintérêt pour ce domaine de recherche qui est pourtant passionnant ? On peut dire que pendant très longtemps, une histoire de l'Antiquité s'est d'abord construite autour de l'histoire des puissants, autour de l'histoire du pouvoir, de l'économie aussi, et de l'histoire des adultes. Donc il fallait que s'opère un retournement, il fallait qu'on s'intéresse à d'autres sujets, comme celui de l'enfant, qui connaît un très grand renouveau ces dernières années, mais aussi à l'histoire des pratiques sociales, à l'histoire aussi de pratiques qui appartiennent à une culture immatérielle. On va en reparler, on a ce problème d'accéder à des règles non écrites qui ont transmis par une oralité, qui laissent des traces parfois dans l'iconographie, mais difficiles à interpréter. Donc il a fallu que s'opèrent toutes sortes de retournements. Il y a un intérêt pour une approche pluridisciplinaire aussi de l'Antiquité, cette pluridisciplinarité qui nous permet vraiment aujourd'hui d'aborder ces sujets. Oui, je pense on peut aussi observer que dans les derniers 20 ans, environ peut-être 25 ans, dans notre société, le jeu comme activité a gagné d'importance. Aussi influencé par la création des jeux vidéo. Et on voit que maintenant le jeu est devenu beaucoup plus présent dans notre société. Et il n'est plus, comme une fois, juste considéré une activité des enfants, ou même une activité enfantine, n'est-ce pas, pas vraiment digne d'une recherche scientifique sérieuse. Mais on voit voilà, que le jeu est aussi une activité pour les adultes et donc ça a quand même un certain impact aussi à la recherche scientifique. Alors la thématique est extrêmement riche. Vous avez décidé de traiter de ce sujet, de ce thème, selon 4 angles d'approche. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Alors ces 4 angles d'approche, ces 4 chapitres s'articulent autour de ces différentes thématiques. Donc il y a Jouer pour grandir, c'est l'histoire de l'enfant qui est revisitée. Des objets qui, on en reparlera, ne sont pas simplement des jouets, mais sans doute appartiennent aussi à une culture religieuse. Des jeux d'adresse qui engagent une histoire du corps et de la gestualité qui est très importante. Ça, c'est aussi cette histoire immatérielle, hein, la gestualité, comment est-ce qu'on manipule les objets, comment est-ce qu'on y joue, qui sont des enjeux vraiment de la recherche aujourd'hui. Jeux de société, alors c'est toute cette dimension des pratiques sociales, hein, de la culture ludique, qui structure une vie, et pour nous c'est passionnant parce qu'on voit aussi tous ces rapports de genre. Est-ce que les hommes jouent avec les femmes, les jeunes filles avec les garçons, et on le verra, mais dans certains contextes, dans certaines conditions. Et jeu ou non, alors là c'est tout un pan qu'on a souhaité ouvrir de recherche sur la reconstruction de règles perdues, mais pas uniquement, il y a aussi tout cet aspect de proximité, de perméabilité du jeu et de la divination qu'il reste vraiment à approfondir. Oui, et certaines fois, même du point de vue archéologique, l'interprétation de certains objets, l'identification comme jeu pose des problèmes, parfois peut-être des objets qu'on pense soit des objets ludiques ne le sont pas peut-être, et là-dessus on a ouvert un peu le débat pour en ce qui concerne certains cas problématiques. Alors comme dans beaucoup d'autres domaines d'études de la civilisation gréco-romaine, on perçoit très clairement qu'il y a à la fois une continuité, et une certaine continuité et une rupture entre, d'une part, les Grecs et les Romains et notre civilisation contemporaine actuelle. On trouve par exemple des jouets avec lesquels les enfants d'aujourd'hui jouent encore, par exemple la dinette, les petits animaux, le hochet, la toupie. Il y a d'autres jouets dont la pratique a évolué, comme le cerceau, les dés ou les billes, et d'autres encore qui nous sont totalement inconnus, comme le jeu de l'éphédrismos par exemple, ou peut-être le jeu de la mora.
Alors comment expliquez-vous à la fois cette continuité et cette rupture? Alors c'est très complexe, hein. Ça varie d'un jeu à l'autre. Vous venez d'énumérer la dinette, les animaux. Ce que vous verrez dans le numéro, c'est qu'on revient sur des faux semblants. Il y a des petites terre-cuites d'animaux qui très longtemps ont été interprétées comme le propre jouet de l'enfant. En réalité, c'est le vrai animal, c'est l'animal vivant qui était le premier jouet de l'enfant, le chien notamment, qui est un compagnon fidèle de l'enfant dès la petite enfance. Mais la terre-cuite elle-même, elle n'est pas un jouet proprement dit. Elle évoque ce compagnonnage, cette familiarité. C'est un objet souvent à destination funéraire qu'on va trouver dans ces contextes-là ou religieux. Donc il y a des jouets effectivement que nos enfants ont encore, mais les contextes sont complètement différents. On est dans des cultures complètement différentes, les références sont différentes. C'est le cas aussi de la dinette, sur laquelle s'est intéressé Ulrich dans un cas particulier, qui n'est pas simplement joué en miniature pour imiter les adultes, mais à nouveau c'est un contexte votif, c'est un contexte religieux. Mais il est clair qu'on va offrir à l'enfant une image du monde des adultes aussi, hein, en miniature. Concernant des jeux inconnus, alors la Mora n'est pas vraiment inconnue. Elle est connue aujourd'hui et on peut trouver sur internet des petits films même qui montrent comment on y joue. Donc il s'agit de lever la main, on est à deux, chacun lève la main et en même temps prononce la somme des doigts qui sont levés. Une très bonne gymnastique intellectuelle. Et aujourd'hui, c'est joué entre deux hommes, très vite, il y a un rythme très, très saccadé, très impressionnant. En Italie notamment. En Italie notamment. Très populaire. Voilà. Et dans l'Antiquité, c'est tout à fait autre chose. C'est joué entre jeunes filles, où c'est une jeune fille et un héros, il y a une dimension érotique, une dimension divinatoire, contre tous les jeux de hasard en fait. Donc on est dans une ambiance complètement différente. Mais on n'a plus le son, on n'a plus le rythme, donc c'est à nous d'essayer de le retrouver. On peut aussi ajouter que ces changements ou évolutions sont inhérents à l'histoire des jeux. Donc les jeux, ils ont quand même, ils ne vivent pas indépendamment de l'homme, n'est-ce pas? Donc ils ont toujours besoin des hommes pour exister. Donc ils existent pratiquement dans une sorte de sociotope, je dirais. Et ils ont besoin de certaines circonstances pour survivre. Alors ils ont besoin d'un certain style de vie, ils ont besoin de place, ou certains types de terrain, certains types de places, et tout ça pour survivre. Et là, il y a peut-être aussi certains jeux qui sont très liés à une certaine culture ou un certain style de vie qui disparaissent automatiquement une fois que ce peuple-là, ce style de vie cesse à exister. Et ils seront remplacés par d'autres jeux qui correspondent mieux aux attentes des joueurs. Alors c'est un peu ça. Donc c'est pourquoi il y a certains jeux qui existent toujours, mais peut-être aussi dans d'autres variantes ou d'autres versions, parce qu'ils se sont évolués au courant du temps. D'autres jeux sont tellement basiques qu'ils existent pratiquement toujours. Ça concerne surtout les jeux d'adresse, très souvent. Ils persistent parce que ils sont tellement liés à l'apprentissage de la motricité, voilà, qu'ils survivent assez facilement. Et aussi, il y a le problème de se fournir de certains objets. Aujourd'hui, par exemple, pour nous, c'est pas très facile de se procurer d'astragal, par exemple, n'est-ce pas? Pour les enfants à l'époque grecque ou romaine, c'était beaucoup plus facile. Et encore aujourd'hui, on voit que dans les pays, surtout musulmans, où on mange beaucoup l'agneau, où aussi les pratiques de préparer le repas sont encore différentes que les nôtres, c'est beaucoup plus simple de se procurer des osselets. Alors chez nous, il faut déjà les trouver. Donc il y a toute une série d'éléments qui sont importants pour qu'un jeu puisse survivre. Il y a aussi, dernier point, la chaîne de transmission, n'est-ce pas?
les jeux, les règles de jeu, la pratique de jeu se transmet d'une génération à l'autre. De toute façon, en ce qui concerne les jeux traditionnels, ils se transmettent d'une génération à l'autre. Et parfois, cette chaîne est interrompue par des événements, je sais pas, des catastrophes naturelles, ou une guerre, ou des épidémies, ou toutes sortes d'événements qui peuvent influencer aussi la survivance d'un jeu. Vous évoquiez tout à l'heure les petits animaux en terre cuite. Et je voulais vous poser la question suivante. Quels sont les principaux matériaux utilisés pour fabriquer les jouets? Donc il y a la terre cuite, bon, j'imagine il y a les tissus, est-ce qu'il y a d'autres matériaux? Comme aujourd'hui, toutes sortes de matériaux, mais beaucoup ne se sont pas conservés. Wow. C'est là où on doit faire très attention. C'est qu'on n'aura que la terre cuite, parfois de l'ivoire, parfois du bois, tout dépend des régions du monde. On a un article sur l'Égypte copte, qui est magnifique puisque l'Égypte a tout conservé, y compris les matériaux organiques. Et là, on réalise la richesse. On voit les habits de poupées, tout ce qui est irrémédiablement perdu dans nos contrées. Donc une gamme très large qui est évoquée par les textes, où on nous parle d'enfants qui fabriquent des objets, et ça c'est ce qui nous manque, les objets fabriqués par les enfants qui ont vraiment disparu, mais que seuls des hasards peuvent nous permettre de rencontrer. Je pense que le bois et l'os Oui. aussi ont joué un rôle important, n'est-ce pas? Donc, Alors je voudrais m'arrêter quelques instants sur la poupée, parce qu'il y a plusieurs articles dans le numéro d'Archéothéma qui traitent de ce type de jouet. Alors on voit qu'effectivement, dans certains cas, il s'agit effectivement de jouets, mais beaucoup de poupées ont également revêtu un rôle que nous ne leur connaissons pas aujourd'hui. Pouvez-vous nous en parler ? Sous le terme de poupée qu'on peut continuer à utiliser pour désigner une figurine articulée qui est utilisée par un enfant, qui est destinée à un enfant, en fait, sous ce nom-là se cachent de toutes sortes d'objets. Il n'y en a pas qu'une seule catégorie. Il y a sans doute la poupée en chiffon, peut-être celle en bois, et puis il y a celle en terre cuite qu'on a retrouvée, ou en ivoire articulée, qui représentent une valeur, et une valeur religieuse notamment. On a plusieurs indices de cela, par exemple le fait d'en retrouver par centaines dans les sanctuaires de divinités féminines comme Déméter et Corée. À Corinthe, on en retrouve 800, ailleurs aussi, à Thasos, et le nombre même indique bien qu'on est face à un phénomène religieux. Donc un objet peut-être même produit dans le sanctuaire ou aux abords, qu'on va acheter, qu'on va donner à une petite fille, peut-être même à la naissance. On le sait pour la Grèce moderne, au XVIIIe siècle, on offrait une poupée qui s'appelait Kutsuna, qui représentait un vœu de prospérité, qui devait enseigner à la petite fille que son corps allait changer au cours de son enfance, puisque c'était toujours une poupée sexuée, une vraie femme, c'est pas une poupée bébé. Et donc dans la Grèce moderne, elle est offerte par la marraine au moment du baptême. C'est peut-être quelque chose d'analogue qui existait en Grèce ancienne, donc un objet qui va l'accompagner jusqu'au mariage et qu'elle va dédier à la veille de son mariage. Et là, on a des textes qui parlent de ce don des jouets à Hermès ou à Artémis qui a protégé la croissance de l'enfant. Donc la poupée est un bel exemple de ces faux semblants, de ces anachronismes qu'on fait facilement, forcément, puisqu'on est face par exemple là à un objet qui a un peu la taille d'une Barbie, et finalement la Barbie n'est pas très loin de ce concept. Si elle fascine autant les petites filles, c'est parce qu'elle leur projette aussi une image de la femme qu'elles vont devenir. Mais il n'y a plus ces rites, par contre, qui vont avec, et c'est donc d'où l'importance toujours de bien recontextualiser culturellement les objets, leur manipulation. C'est le symbole même de la continuité et de la rupture qu'on évoquait tout à l'heure. Alors certains jeux, comme le cerceau, étaient pratiqués aussi par les jeunes adultes. Il semble que les billes également l'aient été. A-t-on une idée de la manière dont les jeux étaient pratiqués ou perçus par les anciens ? Est-ce qu'il s'agissait par exemple d'une prérogative, d'une classe sociale qui pouvait se permettre justement de passer du temps à jouer ? Bon, en fait, on a très peu d'informations par rapport à ça, mais à juger du grand nombre de plateaux de jeux qu'on trouve dans les villes romaines, inscrits dans les pavés, par exemple, n'est-ce pas ? On peut juger qu'il y a pas mal de gens qui ont joué, même en public, que ce n'était pas forcément lié
à une classe sociale. On sait aussi que certains jeux ont été pratiqués. C'est pas forcément une question de classe sociale, mais de circonstances. On sait par exemple que les visiteurs des bains publics, ils ont beaucoup joué au ballon, avec des balles. Donc, mais les bains publics ont été visités par tout le monde. Donc c'est pas seulement ça. On a, mais ça existe dans l'histoire aussi, très souvent les jeux des différentes couches sociales se distinguent plutôt par le matériau, par la préciosité du matériau, n'est-ce pas? Peut-être un enfant a peut-être une poupée en bois et l'autre en ivoire, n'est-ce pas? Où les pièces de jeu sont faites, on utilise parfois des simples pierres ou des cailloux ou des pièces de céramique, n'est-ce pas? D'autres ont peut-être des pions plus élaborés ou des plateaux de jeu faits avec des matériaux précieux. Donc c'est plutôt dans cet aspect-là qui se distingue le jeu, je pense. Il reste que le jeu, par sa pratique, dénote d'un certain style de vie. Oui. Comme le fait d'avoir trouvé tous ces jeux de plateau par terre, à l'extérieur, dans des lieux publics comme un forum, montre bien qu'on vit dehors. Il y a une sociabilité qui se passe là. Alors maintenant, de quel niveau social c'est à discuter. Elles sont les personnes qui le pratiquent, c'est à discuter. Il reste que c'est des personnes qui montrent par là qu'elles ont du temps, qu'elles ont du loisir. Et que c'est important de le signaler, et que c'est là que ça se passe, c'est là que se passent les échanges. Ces plateaux mis au jour ont été gravés en fait dans la pierre, oui. Hein. C'est pas des objets qu'on a trouvés sur... Voilà, gravés sur les marches d'un temple, d'un trottoir. Oui, des bâtiments publics, dans les colonnades. Alors vous proposez aussi dans le numéro d'Archéothéma quelques règles de jeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à retrouver ces règles ? Bon, c'est une question pas facile à répondre. De toute façon, il faut tout de suite avouer qu'on ne peut pas reconstruire les règles en détail. Une fois des règles sont perdues, on n'arrive pas à les reconstruire dans tous les détails. C'est impossible. Parce qu'on ne connaît pas tous les détails, on ne peut pas les savoir. Donc on peut seulement s'approcher, on peut faire détecter le caractère principal d'un jeu. Et là, pour faire ça, on a plusieurs sources, éléments à considérer. D'abord, ce sont bien évidemment les trouvailles archéologiques, le matériel, n'est-ce pas, qu'on a trouvé, les jouets, ou les pions, les dés, les plateaux, alors les objets avec lesquels on a joué. Puis on a certaines mentions de certains jeux, ou presque des descriptions plus ou moins informatives dans la littérature antique. Donc on peut essayer de les mettre ensemble, n'est-ce pas, les sources littéraires et les sources archéologiques, bien évidemment. Pour interpréter tout ça, on a quand même un troisième élément à disposition, ce sont des jeux existants. Voilà, dans les jeux, il existe un certain nombre de mécanismes et une fois vous avez peut-être une information sur un certain mécanisme dans un jeu, on peut chercher d'autres jeux que l'on connaît, qui existent toujours ou qui ont existé jusqu'à peu, mais dont on a des informations précises, et les comparer, et voir, voilà, dans ce type de jeu, normalement, on a ces mécanismes-là, où ils fonctionnent normalement de cette façon-là. Et puis, on peut finalement, on peut mettre en épreuve pratiquement son idée en pratiquant ce jeu. Alors finalement, le jeu doit fonctionner. C'est ça, hein. Il n'a pas de sens de faire une théorie sur une règle de jeu qui ne fonctionne pas. Alors le jeu doit fonctionner en tant que jeu. Et le jeu doit toujours faire aussi plaisir, doit avoir présenter un certain challenge, n'est-ce pas, un certain intérêt, parce que sinon ce jeu n'aurait jamais existé. Voilà, alors ça, ce sont les quatre éléments.
Mais il faut, de toute façon, il faut dire que dans le monde des jeux traditionnels, je dirais, ce que nous trouvons encore aujourd'hui, c'est une grande variabilité. C'est toujours des variantes, il y a des variantes, il y a des évolutions, n'est-ce pas? Alors, je pense que la question, quelle était la règle de ce jeu, c'est une fausse question. Parce que la règle probablement n'existait pas. Et on parle quand même ici, même si on parle de l'époque romaine, on parle d'un demi-millénaire, on parle de 500 ans. Et on ne peut pas s'imaginer que le jeu de la troncule, disons-nous, a été joué sur les îles britanniques de l'époque de l'empereur Claude, de la même façon qu'en Égypte du IVe siècle après. Donc les jeux s'évoluent, les joueurs sont toujours très inventifs à créer ses propres règles, n'est-ce pas? Même aujourd'hui, ça se passe partout, les familles créent leurs propres règles, même si la règle officielle existe, mais voilà, spontanément, on invente quelque chose. Alors ça, c'est la nature du jeu, cette variabilité. Et donc, je pense, essayer de trouver la règle, ça, c'est pas la bonne question. Ulrich Schadler, justement, vous êtes le directeur du musée suisse du jeu. C'est en tant que directeur et archéologue que vous avez dirigé ce numéro avec Véronique Dazen. Est-ce que vous pouvez nous parler du musée dont vous êtes le directeur? Donc, brièvement, le musée suisse du jeu est situé dans le magnifique, joli petit château de la Tour de Paix, au lac Léman, directement au bord du lac, en fait. Et c'est peut-être le seul musée du monde consacré entièrement à l'histoire et la culture des jeux. C'est-à-dire, le musée suisse du jeu ne collectionne pas des jouets. C'est en fait, depuis le début, le concept était qu'on laisse à côté les jouets et on s'occupe que des jeux. Mais là, on parle des jeux de tout type, alors des jeux de dés, les jeux de hasard, les jeux de stratégie, les jeux d'adresse, les jeux de cartes, alors les jeux de table, alors, toutes sortes de jeux. Et ça, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et des jeux du monde entier. Donc la collection consiste bien évidemment en grande partie de jeux européens, mais on a aussi dans la collection des jeux de l'Égypte antique, de Mésopotamie, et ça va jusqu'à nos jours, donc jusqu'au Monopoly et au-delà. Et on a des jeux du monde entier, des jeux japonais, du Japon, de Chine, d'Amérique du Sud, d'Afrique, plus différents pays européens, de l'Asie, de l'Inde. Voilà, c'est une collection extrêmement riche et qui nous instruit sur le rôle du jeu dans la vie de l'homme, pour l'individu, pour une société et pour l'humanité. Très bien, écoutez, merci de ces précisions. Véronique Dazen, Ulrich Schadler, merci encore. Et on retrouvera donc le numéro d'Archéothéma dans les kiosques depuis le début du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de décembre. Merci. Merci.